Bonjour à tous et bienvenue dans le rendez-vous d'actualité d'AI Experience, le podcast qui démystifie l'intelligence artificielle. Voici une revue de presse qui revient sur les derniers sujets clés dans le monde bouillonnant de l'IA, le tout en moins de 10 minutes. If you think about what happened from GPT-3 to 3.5 to 4, it just got smarter. The field became known as artificial intelligence. Can machines really think? Et si la réunion que vous détestez était précisément celle qui protège encore votre travail ? Dans un article du New York Times, on raconte une scène qui résume très bien le paradoxe actuel de l'intelligence artificielle au travail. L'IA accélère énormément la production, mais elle ne supprime pas encore la friction humaine. On commence avec l'exemple d'un directeur marketing en contrat qui travaille déjà pour 2 entreprises à la fois. Grâce à Claude, Gemini ou ChatGPT, il peut produire beaucoup plus vite. Un site web qui prenait auparavant 3 à 6 mois peut désormais être lancé en 1 mois. Une stratégie de messaging qui demandait 1 semaine peut être rédigée en moins de 8 heures. Résultat, il envisage de travailler pour une 3e entreprise, mais pas davantage. Pourquoi ? À cause spécifiquement des relations humaines, et très concrètement des réunions. L'article montre que l'IA automatise ou accélère une partie du travail intellectuel. Produire des notes, générer des options stratégiques, créer des prototypes, écrire du code, préparer des présentations. Mais une fois que tout ça existe, quelqu'un doit encore convaincre, arbitrer, rassurer, négocier, mais également obtenir l'alignement des équipes ou encore faire signer un client. Et c'est là que le sujet devient intéressant. Plus l'IA augmente la quantité de contenu, d'idées et d'analyses, plus la capacité à donner du sens, à raconter, à persuader, à créer de la confiance devient importante. L'article cite David Deming, économiste et doyen de Harvard College, qui rappelle que ces compétences sociales étaient déjà importantes avant l'IA. Mais dans un environnement saturé d'informations, savoir transformer une masse de texte en un récit compréhensible devient encore plus précieux. On le voit dans plusieurs métiers. Dans une entreprise de logiciels, par exemple, un data scientist explique que l'IA écrit désormais une partie du code et lance les analyses. Le recrutement valorise donc moins la capacité à coder seul et davantage la capacité à identifier des bonnes idées et à convaincre les autres de les soutenir. Chez KPMG, l'IA réduit la valeur de certaines expertises techniques isolées et renforce celle des profils capables de prendre des initiatives, de comprendre les clients et de construire des relations. Même logique chez Salesforce, l'IA accélère l'exécution, mais les clients veulent encore parler à des humains, être rassurés, poser des questions, sentir que quelqu'un comprend vraiment le contexte. L'IA ne remplace pas seulement des tâches, elle déplace la valeur du travail. Et dans ce monde-là, la réunion et le contact humain font toute la différence. Et si le prochain concurrent de Bollywood n'était pas un autre studio, mais simplement un ordinateur portable dans une ville ou un village isolé ? Dans un article du Monde, le journal raconte une première annoncée pour le cinéma indien. La sortie en salle à l'été 2026 de Maharaja in the Mines, présenté comme le premier long métrage entièrement généré par intelligence artificielle, à l'exception notable de sa bande-son. L'information principale ici, c'est qu'un film n'a pas été seulement écrit avec l'IA, c'est que l'IA commence à toucher le cinéma dans ce qu'il y a de plus concret, les acteurs, les décors, la mise en scène, les coûts, les délais, l'organisation même de la production. Ce film est tiré d'un roman et raconte l'histoire d'un adolescent qui pense être la réincarnation d'un Maharaja, fondateur de l'empire sikh au XIXe siècle. Un sujet ambitieux, historique, visuellement exigeant. Avec un modèle traditionnel, des cinéastes avaient estimé le coût du film à environ 500 millions de roupies. Avec l'IA, la production devrait se situer entre 40 et 50 millions de roupies. L'IA redéfinit l'économie du film. Pas de cachet d'acteurs, pas de tournage retardé, pas de décor à construire, et une petite équipe de 6 personnes peut produire ce qui aurait demandé dans un modèle classique des moyens beaucoup plus lourds. Mais l'article montre aussi les limites de cette promesse. Les outils actuels ne sont pas encore assez bien entraînés pour reproduire les visages indiens. Le réalisateur explique même qu'il aurait été plus simple de faire un western en raison du caractère occidentalo-centré des entraînements et des références des IA. Autre difficulté, la technologie évolue si vite que les images produites quelques mois plus tôt semblent déjà bien moins convaincantes, et le film, initialement prévu pour fin 2025, a donc pris du retard. D'un côté, l'IA ouvre clairement une porte à des productions moins chères et plus accessibles. De l'autre, elle ne supprime pas la difficulté artistique, elle en crée de nouvelles. Cohérence visuelle, qualité des visages, rythme des évolutions technologiques, choix de montage et arbitrage créatif. Pour l'auteur, un jeune de 18 ans installé dans un village pourrait bientôt rivaliser avec des grands studios. C'est une vision puissante, mais elle pose aussi une question majeure. Si la barrière technique tombe, qu'est-ce qui fera encore la différence entre un film et une simple démonstration technologique ? Peut-être la même chose qu'avant finalement. Une histoire, un regard, une intention. L'IA peut générer des images. Le cinéma, lui, devra encore produire du sens.
Et si l'IA ne menaçait pas seulement des emplois, mais également des accents, des expressions et des façons entières de voir le monde? Dans un article de Radio-Canada, on s'intéresse à la protection de la diversité linguistique face aux grands modèles d'intelligence artificielle. L'article s'intéresse notamment au travail d'un professeur d'informatique et de génie logiciel qui développe depuis 2025 un modèle d'intelligence artificielle 100% québécois. Les modèles d'IA ne se contentent pas de répondre dans une langue, ils contribuent en fait progressivement à façonner cette langue. À force d'écrire avec ChatGPT, Gemini ou d'autres outils, les utilisateurs peuvent adopter certaines tournures, certains mots, certains réflexes. Et quand ces modèles sont entraînés principalement sur des données en anglais ou sur un français standard, proche du français international ou français de France, les autres formes de langue deviennent moins visibles. Les langues moins présentes en ligne, notamment certaines langues autochtones, se retrouvent alors fragilisées. Certaines n'ont pas de forme écrite très développée, d'autres ont peu de contenu numérique. Elles entrent donc mal dans les logiques industrielles de l'intelligence artificielle. Le cas du français québécois illustre très bien ce problème. Le professeur explique que les modèles actuels comprennent moins bien les expressions québécoises. Selon l'article, 40% des modèles testés ne les comprenaient tout simplement pas. Le danger est alors très concret. Pour être compris par la machine, les utilisateurs risquent d'adopter un français plus standard. Et le modèle renforce encore cette norme. Peu à peu, une manière de parler s'impose au détriment des autres. On parle même dans l'article d'une forme de colonisation linguistique par l'intelligence artificielle. Alors cette formule est forte, mais en fait elle traduit une idée précise. Une langue n'est pas un simple outil de communication. Elle porte une histoire, des références, des rapports sociaux et une mémoire collective. Quand un modèle marginalise les sacres québécois, les accents régionaux ou les expressions locales, il n'efface pas seulement des mots, il affaiblit aussi ce qu'il raconte d'une culture. Le projet québécois présenté dans cet article cherche à répondre à cette dépendance. Différentes pistes sont adoptées, comme proposer des modèles existants aux Français québécois ou construire un modèle à partir de zéro. D'ailleurs, avec cette option, ce qui serait privilégié, parce qu'un modèle américain raffiné en québécois garderait une perspective américaine. Ce sujet dépasse largement le cadre du Québec. Il pose une question de souveraineté numérique. Qui possède les outils qui structurent nos façons d'écrire, de parler et de penser? Si les grands modèles sont développés ailleurs, avec d'autres priorités économiques et culturelles, les petites communautés linguistiques devront créer leurs propres infrastructures ou accepter d'être traitées comme des exceptions. Et si les conversations Slack d'une entreprise fermée devenaient le carburant de la prochaine génération d'IA? Dans un article de Forbes, on découvre l'émergence d'un marché plutôt surprenant, la revente des archives numériques de startups disparues pour entraîner des modèles d'intelligence artificielle. L'exemple central est celui de Cielo24, une entreprise de traduction et de sous-titrage. Lors de sa fermeture, sa dirigeante découvre que 13 années de traces numériques peuvent encore avoir de la valeur. Messages Slack, tickets Jira, emails, documents internes, etc. Ces données sont vendues comme matériaux d'entraînement pour l'IA, contre plusieurs centaines de milliers de dollars. Alors pourquoi ces données intéressent-elles autant les laboratoires d'IA? Simplement parce qu'elles montrent le travail tel qu'il se fait vraiment. Des décisions imparfaites, des échanges internes, des frustrations, des négociations, des priorités parfois contradictoires. Pour entraîner des agents capables d'évoluer dans une entreprise, cette manière est plus utile qu'un texte propre et théorique. Forbes décrit aussi l'essor de ce qu'on appelle les Reinforcement Learning Gyms, des environnements où les agents d'IA apprennent à agir dans des contextes professionnels simulés. Les archives d'entreprise deviennent alors une ressource stratégique. Mais le sujet pose aussi une question sensible. Qui a le droit de vendre ces traces? Derrière ces archives, il y a des salariés, des conversations, des tensions, parfois des informations identifiables. Même anonymisées, ces données peuvent encore exposer des personnes ou des organisations si elles sont maltraitées. Cette histoire montre que l'IA ne cherche plus seulement à apprendre à partir du web public, elle veut désormais comprendre les coulisses du travail, et cela oblige les entreprises à se poser une question nouvelle. Que deviennent nos données internes quand l'entreprise disparaît? Et si l'IA vous rendait plus productif, mais sans augmenter votre salaire? Dans un article de Quartz, on pose une question simple. Quand l'IA améliore la productivité des salariés, qui récupère les gains? L'article prend l'exemple d'une jeune avocate. Grâce à l'IA, elle travaille plus vite sur la recherche juridique ou l'analyse de documents. Elle produit davantage, et donc elle facture davantage. Mais son salaire ne suit pas forcément, voire pire, son bonus peut même baisser. Quartz explique que le cœur du problème est le rapport de force. Si un employeur peut remplacer une partie du travail par l'IA,
Le salarié perd du poids dans la négociation. Un professeur à la Columbia Business School, cité dans l'article, résume cette logique. Un jeune avocat peut facturer plus, mais accepter une part plus faible parce que l'IA devient une alternative crédible. L'article rappelle ainsi que le décrochage entre productivité et rémunération existe depuis longtemps. Selon l'Economic Policy Institute, depuis 1979, la productivité a progressé beaucoup plus vite que le salaire typique. Et l'IA pourrait renforcer cette tendance parce qu'elle touche désormais des tâches intellectuelles dont une partie de la valeur associée aux emplois qualifiés. Une étude de 2023 du MIT et de Stanford observe une hausse de 14% dans une grande entreprise, surtout chez les salariés les moins expérimentés. Mais l'étude ne dit pas si ces gains se traduisent par de meilleurs salaires. Quartz pointe aussi des formes plus discrètes de baisse de rémunération. Avantages réduits, bonus coupés, responsabilités élargies sans hausse de salaire. L'ancien chef économiste de Glassdoor parle de shrinkflation du travail. L'IA pose la question du partage de la valeur. Si les salariés produisent plus vite, mais que les gains restent du côté de l'entreprise, alors l'IA risque d'accentuer une fracture déjà ancienne entre productivité et rémunération. Ainsi s'achève notre tour d'horizon de l'actualité IA. Ne manquez pas le prochain épisode chaque dimanche en français sur cette chaîne ou alors en anglais sur la chaîne AI Experience in English pour des interviews d'experts au cœur de la révolution IA. Évidemment, je compte sur vous pour 5 étoiles si l'épisode vous a plu. À très vite.